Bonjour à tous, donc je suis très heureux d'être avec vous et je vais essayer de faire assez court. J'aimerais bien qu'on garde un peu de temps pour les questions que je pense que seront nombreuses puisque c'est quand même la grande nouveauté puisque on va parler du premier traitement qui a l'AMM depuis toujours dans le cadre du vitiligo qui est le ruxolitinib. Alors diapositive s'il vous plaît, donc ça c'est mes conflits d'intérêts, diapositive. Juste un mot très rapide sur la prise en charge du vitiligo, diapositive. Pour insister sur un point qui est vraiment très très important, c'est que à la différence de beaucoup d'autres pathologies, si vous avez d'autres pathologies inflammatoires comme l'eczéma, comme le psoriasis, qui sont très fréquents, quand on enlève l'immunité, on n'a plus de plaques et ça va mieux. Dans le vitiligo, pour essayer d'avoir un résultat qui soit vraiment efficace, il faut 3 objectifs. Le premier, c'est stopper la perte mélanocytaire. En gros, empêcher la dépigmentation. Et ça, c'est un processus qui est immunitaire. Ensuite, on doit, et c'est ça qui est différent avec beaucoup d'autres pathologies dermatologiques inflammatoires, c'est qu'il faut induire la repigmentation. Et pour induire la repigmentation, en fait, ce qu'il faut faire, c'est induire en fait la différenciation des bébés mélanocytes pour que ça fasse des mélanocytes matures qui fabriquent la pigmentation. Et ce processus, c'est long. Ça prend entre 6 et 24 mois de traitement. Et c'est quelque chose qui est important à garder en tête, c'est qu'avec ce nouveau traitement, comme avec tous les traitements que l'on a et que l'on va avoir, ça prend du temps. Il ne faut pas espérer qu'on va mettre la crème ou on va prendre des traitements, parce qu'il y a des traitements par voie orale qui vont arriver et qu'en l'espace de quelques semaines, on va repigmenter. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et donc, il faut se donner du temps pour avoir de la repigmentation. Et puis, on le sait, de l'ordre de 40 à 50% des cas, on va avoir des redépigmentations. Et donc, il faut aussi discuter des traitements pour prévenir ces redépigmentations, parce que sinon, on fait le yo-yo, on pigmente, on redépigmente. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc l'autre point, c'est que jusqu'à présent, juste voilà, un petit peu en arrière, il n'y avait aucun traitement qui avait eu l'AMM dans le cadre de la repigmentation du vitiligo. Diapositive. Alors, très rapidement, juste comment agit cette crème qui s'appelle le ruxolitinib. Diapositive. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on sait aujourd'hui bien mieux comment fonctionne le vitiligo. Sur un terrain génétiquement prédisposé, on va avoir un stress externe ou interne, un facteur qui va déclencher la maladie. Et la dépigmentation, elle se fait par ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est notamment ce qu'on appelle les lymphocytes qui vont détruire les mélanocytes. Et en fait, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'immunité innée qui fait le lien entre ces stress extérieurs, ce n'est pas juste un stress psychologique, ça peut être un stress infectieux, tout à l'heure vous allez entendre parler des stress viraux, ça peut être pas mal de choses. Et cette immunité innée fait le lien entre je sens ce stress au niveau cellulaire et il y a le déclenchement d'immunité. Et vous voyez toutes ces petites flèches que vous voyez ici, en fait, ça, c'est toutes des cibles thérapeutiques. Et c'est des cibles thérapeutiques qui, dans un avenir proche ou actuellement, sont en cours de développement. Donc ce dont je vous parle aujourd'hui, à mon sens, c'est que le premier d'une longue série de traitements parce qu'on connaît mieux le vitiligo, qu'on sait maintenant qu'on peut apporter des solutions et que, heureusement, l'industrie pharmaceutique commence à s'intéresser de plus en plus au vitiligo. Et donc ça prend du temps, trop de temps, ça c'est sûr pour vous et pour nous en tant que médecins aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le cadre du vitiligo. Diapositive. Alors comment fonctionne le ruxolitinib? En fait, c'est dans cette dernière partie, en fait, avec ces lymphocytes qui vont attaquer les mélanocytes et les détruire. Et un des signaux qu'ils vont utiliser, ça passe par un récepteur particulier qui s'appelle le récepteur JAK-STAT et le ruxolitinib va agir de façon spécifique sur ce récepteur-là et c'est comme ça que ça peut être efficace dans le cas du vitiligo. Diapositive. Alors tout ça c'est bien joli, mais est-ce que ça fonctionne en clinique? Et donc ça c'est les résultats. Je vous présente des résultats des études de phase 3. Les études de phase 3, c'est les grandes études qui ont permis la commercialisation de ce produit. C'est 2 grandes études qui ont été faites chez les adultes, mais également, et c'est important, chez les adolescents à partir de l'âge de 12 ans. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, on va pouvoir profiter de ce traitement. Il y a une première partie qui a été faite en double aveugle versus placebo, c'est comme ça qu'il faut faire les études, c'est-à-dire qu'on prend le traitement et ni les patients, ni les médecins savent ce qu'on prend comme traitement. Et ça c'est important parce que ça permet d'éviter tout biais, de se dire tiens je mets le traitement, mais je suis content parce que je mets le traitement. Et puis après, et ça c'est important, toutes les personnes ont continué à prendre le traitement, et ce qui est important, parce que comme vous allez le voir, il faut du temps pour repigmenter. Diapositive. Alors quels sont les principaux résultats?
Alors, ce qu'on regarde, ça, c'est les scores sur le visage, qui est bien entendu une des localisations, si ce n'est la localisation qui impacte le plus. Quand on parle de F-VASI 75, parce que vous allez entendre beaucoup parler de ce genre de choses, c'est assez simple. Ça veut dire que les personnes ont obtenu une repigmentation d'au moins 75% sur le visage. Mais ce qui est, et je pense que vous serez d'accord avec moi, encore plus important, c'est une repigmentation complète ou quasi complète. C'est le F-VASI 90, c'est au moins 90% de repigmentation. Encore une fois, ça peut être 100%, 90%, c'est ça qui est important. Et si on regarde dès le départ, donc à 6 mois, on s'aperçoit que la différence avec le placebo est significativement supérieure. Ce qui est intéressant de regarder, c'est après un an, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à peu près, vous avez 50% des personnes qui vont avoir une repigmentation d'au moins 75% sur le visage. Si on regarde des résultats encore plus stringents, une repigmentation complète ou quasi complète, c'est à peu près un tiers des personnes qui vont avoir une repigmentation complète ou quasi complète sur le visage. Donc vous allez me dire c'est bien, mais c'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même quelque chose qui est très très bien. L'autre point qu'il faut garder en tête, c'est que dans le cadre du développement des études, et c'est normal, c'était en monothérapie. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la crème qui était appliquée. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui ont déjà eu des traitements, essayez de mettre les traitements classiques, le tacrolimus ou les dermocorticoïdes, sans soleil, sans UV, vous n'arrivez pas à repimenter. Et donc ça, j'en parlerai un petit peu après, c'est qu'on pense, et on commence à avoir des données, c'est que ces résultats qui sont déjà très bien, si on les associe avec des UV, on aura des résultats encore meilleurs. Mais en tout cas, en monothérapie, vous avez déjà un tiers des patients qui, au bout d'un an, ont une repigmentation complète ou quasi complète sur le visage. Diapositive, alors ça c'est des photos tirées de l'article, alors c'est toujours les plus jolies photos, mais c'est normal. Vous voyez ce monsieur, ça c'est à 6 mois, et ça c'est à 1 an. Mais ça c'est un point qui est important, vous voyez, malgré tout, même si les résultats sont très très bons, ça prend du temps. Il ne faut pas espérer qu'en quelques semaines vous allez repigmenter, ça c'est très clair. Et l'autre point, et ça c'est quelque chose qu'on va regarder, mais nous on a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes incluses dans cette étude, et quand on discute avec les collègues qui ont participé à cette étude, vous savez quand on met notamment le tacrolimus sur le visage, souvent pendant qu'on repimente, on va avoir des lésions qui sont encore plus foncées que le reste des plaques. Et on sait que c'est transitoire, mais en attendant, on a du blanc, de la peau normale et de la peau encore plus foncée. C'est pas très joli. On n'a pas observé ça avec le ruxolitinib. À confirmer, mais en tout cas, sur tous les patients que nous, on a pu traiter et ce qu'on a pu discuter avec nos collègues, c'est ce qu'on a observé. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant parce que même si ça prend du temps, et si pendant que ça reprend, on va dire tricolore au lieu d'avoir une repigmentation, on va dire homogène, c'est quand même plus intéressant. Diapositive. Voilà, ici. Alors ça, on a vu le visage, qui est toujours la zone qui va répondre le mieux. Qu'en est-il sur le corps? Alors ce qu'on peut regarder, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est ceux qui ont eu que le ruxolitinib, parce que sur le bleu clair, c'est d'abord le placebo, puis le ruxolitinib. Et ça, c'est les résultats à 1 an. Ce qu'on voit, c'est que ça repimente sur tous les endroits. Ça, c'est clair. Mais ce que vous regardez aussi, c'est que, vous voyez, c'est le VASI 50, c'est-à-dire une repimentation de 50% au moins des lésions. Ce n'est pas du 100%. Et le deuxième point, c'est que, et ça on le sait toujours, c'est qu'on ne repimente pas pareil selon les zones du corps. Le cou, ça repimente pas trop mal. Le tronc, la racine des membres, ça repimente bien. Les saillies osseuses, ça repimente moins bien. Et les mains et les pieds, ça repimente beaucoup plus difficilement. Et dans les mains et les pieds, vous voyez qu'il y a quand même un pourcentage de repimentation, mais on va séparer la partie proximale qui peut répondre plutôt bien de la partie distale qui, elle, reste quand même très résistante. Et franchement, malheureusement, j'espère qu'avec le temps, ça va arriver, on n'arrivera pas, en tout cas avec ce traitement-là, à avoir une repigmentation sur les extrémités. Donc ça, c'est un point un peu négatif, mais c'est déjà un progrès. Diapositive. Donc vous voyez les résultats, encore une fois, en monothérapie. C'est ça qui est vraiment très important de voir. Vous voyez que ce n'est pas encore parfait, mais déjà à 6 mois, vous avez une repigmentation qui est déjà en cours, et ça prend du temps, mais ça, on va y arriver. Et l'autre point, c'est que là, aujourd'hui, je vous présente les résultats qu'à 52 semaines, mais après, ça continue encore à se repigmenter. On n'est pas arrivé au plateau. Diapositive. Vous voyez des résultats. Alors, moi, j'aime bien ces photos-là parce que ça montre vraiment ce qui se passe. Vous voyez que sur la face interne du bras, au bout d'1 an, ce n'est pas encore parfait, mais les résultats commencent à être vraiment déjà sympathiques. Par contre, vous voyez le poignet, qui est une zone plus difficile. Ben là, on n'a pas encore de repigmentation. Sur la main, vous voyez qu'on peut obtenir des repigmentations, mais par contre, ici, on n'a pas de repigmentation.
Par contre, vous voyez sur le genou, on peut obtenir des repigmentations qui sont quand même tout à fait satisfaisantes. Et encore une fois, ça c'est à 1 an et c'est pas encore terminé. Et quand on voit ça, on peut être raisonnablement optimiste et on va avoir une repigmentation complète. Diapositive. Alors bien sûr, d'autres localisations sont plus faciles. Vous voyez ici sur la base du cou, sur le tronc, les résultats sont quand même plutôt sympathiques. Diapositive. Alors ça, c'est un point qui est très important et qui est de plus en plus demandé à juste titre. C'est bien d'avoir, nous, nos scores qui sont des scores objectifs, mais c'est aussi de demander aux patients et aux personnes qu'est-ce qu'ils en pensent. Et aujourd'hui, dans le vitiligo, ce qu'on appelle les PRO, c'est les Patient Reported Outcomes, c'est en gros, on demande aux personnes, en gros, est-ce que le traitement vous a satisfait ou pas. Et ce qu'on voit ici, c'est en fait, là, on pose la question aux personnes, est-ce qu'après le traitement, votre vitiligo, il se voit plus, il se voit pareil, il se voit un petit peu moins, ou beaucoup moins, ou plus du tout. Et ça a été demandé, c'est quelque chose qui a déjà été publié notamment dans le British Journal of Dermatology. Ce qu'on demande, ce qu'on considère comme succès, ce que les patients ont considéré comme succès, c'est je vois plus mon vitiligo du tout, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc c'est ce qu'on voit ici, ce score-là. Et vous voyez que après 6 mois, vous avez environ un quart des patients qui disent mon vitiligo il se voit plus ou quasiment plus. Et après 1 an, vous avez 40%. Donc encore une fois, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais quand même, ça fait qu'au bout, en monothérapie, au bout d'1 an, vous avez 40% des patients qui disent je suis quand même satisfait du traitement que j'ai reçu. Diapositive. Alors tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est bien toléré? Parce que c'est quand même important. On va appliquer une crème pendant des mois, voire des années quand même. Est-ce que c'est bien toléré? La tolérance est plutôt très bonne. Ce qui est décrit, c'est des réactions acnéiformes. Alors, ce n'est pas vraiment de l'acné, parce que c'est notamment chez les adolescents, parce que si c'était de l'acné, ceux qui ont 12-13 ans, vous en auriez partout, et ce n'est pas de l'acné. C'est décrit comme de l'acné. J'essaie de me battre pour qu'on arrête de parler de l'acné, mais c'est plus une réaction, une petite inflammation des follicules pileux, mais en tout cas, ce n'est pas de l'acné. C'est dans tous les cas modéré et transitoire. On a parfois des petits picotements, mais il n'y a pas eu de réaction sévère, pas d'effets secondaires généraux. Il n'y aura pas de prise de sang à faire avec ce type de traitement. Donc sur le plan de la tolérance, c'est quelque chose qui est plutôt très satisfaisant. Ce traitement est aux États-Unis, est remboursé aux États-Unis depuis juillet 2022 et il a eu l'AMM européenne en avril dernier. Donc on attend et on espère de tout cœur que ce sera remboursé en France, peut-être à l'automne, peut-être cet hiver. Mais j'espère de tout cœur que ça sera remboursé parce que c'est quand même une vraie avancée. Diapositive. Alors ça, c'est à prendre avec beaucoup plus de précautions parce que là, tout ce que je vous ai montré, c'est une étude sur plus de 600 personnes, sur 1 an, double aveugle, etc. Ça, c'est juste une étude ouverte à la suite de l'étude de phase 2, celle qui avait commencé à montrer l'intérêt. Et en fait, des patients qui n'avaient pas suffisamment répondu au bout de 6 mois, ils se sont vus proposer, s'ils le voulaient, de faire des UV en plus. Et vous voyez que, notamment chez ce monsieur, mais c'était le cas d'une façon générale, alors encore une fois sur 19 patients, donc encore une fois à confirmer, vous voyez qu'à la fin du traitement, il y a eu un petit peu de repigmentation, mais ce n'est pas les belles photos que je vous ai montrées avec le premier monsieur. En monothérapie, ce monsieur-là n'a pas eu de réponse suffisante. Par contre, on continue le ruxolitinib, on y associe des UV, vous voyez le type de repigmentation qu'on peut obtenir. Et ça, je suis persuadé, parce qu'on le sait déjà, quand on va associer avec la photothérapie, il n'y aura pas de souci, et je suis persuadé qu'on va avoir de bien meilleurs résultats. Les études sont en cours, donc ça nécessite d'être confirmé, mais c'est quand même assez important. On sait aujourd'hui très clairement que les personnes qui ont un vitiligo n'ont pas plus de risque de faire des cancers de la peau, ils ont même moins de risque de faire des cancers de la peau et 3 fois moins de risque de faire un mélanome. C'est démontré depuis 2013. Et vous avez encore une étude qui est parue il y a moins d'1 mois, donc chez les personnes anglaises, où ils ont montré, confirmé qu'il n'y avait pas d'augmentation des cancers de la peau. D'autres études ont montré qu'on pouvait faire que même au-delà de 500 séances d'UVB, il n'y avait pas de surrisque de cancer dans une population assez large, de cancer de la peau. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait faire 500 séances de photothérapie chez tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a bien une population de patients où on peut associer et faire de la photothérapie, c'est bien dans le vitiligo. Et ça, c'est important. Et jusqu'à présent, en tout cas, ça me paraît assez indispensable pour obtenir une repigmentation optimale. Diapositive, et ça sera ma dernière, si mes souvenirs sont bons, en tout cas pour le ruxolitinib. Que retenir, et ça c'est en tout cas ce que je retiens moi, ça n'engage que moi, c'est que en tout cas l'efficacité elle est quand même clairement démontrée, ça c'est très clair, c'est de loin la plus grosse étude qu'on ait jamais eue dans le vitiligo. Encore une fois, c'est très important, les résultats que je vous ai montrés, c'est en monothérapie, sans autre traitement. Ça marche très bien sur le visage, ça marche
mais de façon moindre sur le reste du corps. Certaines zones restent difficiles, sauf exception, on n'espérait pas obtenir des repigmentations sur les extrémités des mains et des pieds notamment. Ça prend du temps. Il va falloir vraiment comprendre qu'il faut continuer, il va falloir 6 à 24 mois pour obtenir. La tolérance, elle est bonne, et ce, dès l'âge de 12 ans. Ça sera probablement plus intéressant avec les UV, mais ça nécessite d'être confirmé. Donc c'est un vrai, réel progrès pour la prise en charge du vitiligo. Cependant, ce n'est pas un traitement miracle, donc c'est à prendre avec les résultats qu'on a là. Diapositive. Juste un tout petit mot pour la suite. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, les inhibiteurs de JAK, il y a des traitements par voie orale. Il y a cette étude qui a été publiée avec le rétilcitinib, qui est un inhibiteur de JAK3/TEC, peu importe, un traitement par voie orale. Alors c'est une phase 2, mais c'est une grosse phase 2. Vous voyez, 364 patients sur 48 semaines avec plusieurs doses de ce produit testé. Diapositive. Et vous voyez les résultats. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails. Il y a une efficacité. Honnêtement, pour l'instant, les résultats que j'ai vus là avec ce produit-là en particulier ne sont pas extraordinaires en tout cas, parce que c'est surtout sur le visage et pas encore sur le corps. Donc la tolérance était bonne, mais je trouve que c'est un peu décevant. Malgré tout, la phase 3 est en cours. On va voir ce que ça va donner. Diapositive. Vous avez également des résultats qui ont été rapportés avec un autre produit qui s'appelle le porvocétinib au dernier congrès américain. Je trouve que les résultats sont beaucoup plus intéressants avec ce produit-là qu'avec le rétilcitinib. En tout cas, il y a des phases 3 qui sont à venir. Il y a des études, donc des résultats qu'on attend avec le baricitinib, l'upadacitinib, le deucravacitinib. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de inhibs qui sont en évaluation, mais ça paraît quand même très intéressant, et notamment pour des personnes qui ont un vitiligo très actif ou très diffus, parce que quand on a plus de 10% de la surface corporelle qui est touchée, mettre des crèmes matin et soir pendant des mois et des mois, c'est compliqué. Et donc pour les atteintes diffuses, ça va être intéressant d'avoir ce type d'approche. Et aussi voir ce que ça donne avec les UV. Et donc ces études de phase 3 seront disponibles en France dès la fin de cette année dans plusieurs centres. Diapositive. Et ça, c'est ma dernière diapositive. C'est juste pour vous dire, sans rentrer dans les détails, que ces inhibs, ces fameux inhibiteurs de JAK, que ce soit par voie topique ou par voie générale, c'est que la première génération de traitement. Et que derrière, et cette liste n'est pas limitative, il y a plein d'autres traitements qui sont soit en phase précoce, soit en phase préclinique, et qui devraient arriver dans les années à venir dans le traitement du vitiligo. Et donc, je trouve que c'est quand même plutôt très important. Juste un petit mot sur les études. Donc ça, c'est les études qui sont terminées. Il y a des études qui vont arriver, je vous ai dit, par voie orale, par voie topique. Je redis une étude qui m'est chère, que je fais avec mes amis de Bordeaux, qui est l'étude ERAS Vitiligo, qui est soutenue par l'Association française Vitiligo. Je vous en remercie. On a quasiment inclus tous les groupes. Il nous manque encore des patients qui viennent juste de débuter un vitiligo depuis moins de 6 mois et qui ont entre 18 et 40 ans. Les résultats que l'on a semblent vraiment très très prometteurs, notamment dans cette population où semble confirmer qu'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour traiter très vite dès que le vitiligo démarre. Donc si vous connaissez des personnes qui viennent juste de démarrer un vitiligo qui ont entre 18 et 40 ans, vous pouvez contacter le centre de Bordeaux ou le centre de Nice. Diapositive. Et donc pour tous ceux qui sont intéressés, on a ce site qui est le cure-vitiligo.com, qui est un site qui est complémentaire de celui de l'Association française du vitiligo, parce qu'il y a des informations, on va dire peut-être plus médicales, avec les essais à venir, des données sur la physiopathologie et la prise en charge. Et je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre. Merci. Oui, il y avait une sorte d'adage qui disait « le soleil brille, l'imprudence brûle » par rapport au mélanome. Comment vous expliquez, alors que sur les parties justement un peu dépigmentées, on a des rougeurs et des brûlures, comment vous expliquez qu'il y a moins de cancer de la peau sur le plan peut-être immunitaire? Alors, ça s'explique plutôt bien, en tout cas pour ce qui est du mélanome. Le mélanome, vous savez, c'est le cancer du grain de beauté. Premièrement, on connaît sur le plan génétique, on sait qu'il y a des petites variations dans les gènes. On a tous des variations qui fait qu'on est plus ou moins grand, plus ou moins clair, etc. Mais on a la même chose dans les gènes de l'immunité et dans les gènes des mélanocytes aussi. Et on a certaines variations qui prédisposent à développer le vitiligo. Et bien, ces mêmes prédispositions pour faire le vitiligo sont des facteurs pronostics favorables de protection contre le mélanome. Et d'une façon générale, c'est ce que j'explique à mes patients, mais c'est vraiment ça.
Lorsque dans le vitiligo, le système de défense, quand il voit un gentil mélanocyte, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tape dessus. Donc, quand il voit un méchant mélanocyte, ben, il s'en occupe encore mieux. Regardez des fois les grains de beauté, qui sont des proliférations bénignes hein, de mélanocytes, mais ils se font des fois manger par le vitiligo. Et aujourd'hui, dans le traitement du mélanome, quand il est dans les stades métastatiques, hein, donc des formes qui sont très sévères, un des traitements, et il y a eu le prix Nobel il y a quelques années pour ça, c'est de stimuler l'immunité pour que le système de défense aide l'organisme à se débarrasser du mélanome. Mais lorsqu'on a des patients qui ont un mélanome métastatique et qui vont faire un vitiligo comme effet secondaire parce qu'on a trop stimulé l'immunité, en fait là on sort la bouteille de champagne parce qu'on sait qu'ils vont bien mieux répondre au traitement et ça c'est bien démontré. Là où c'est plus compliqué à expliquer, c'est pourquoi pour les carcinomes. Parce que les carcinomes, ce n'est pas les mélanocytes qui se prolifèrent, c'est notamment d'autres cellules que les kératinocytes. Mais il y a des explications, notamment, mais ce n'est pas que, mais on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir pas de mélanine du tout que la mélanine rousse, par exemple. Parce que la phéomélanine, on a différents types de mélanine, mais la phéomélanine, et ça fait du stress oxydatif et c'est pas très bon. Donc il n'y a pas que ça. Hein. Mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus débattu. Mais en tout cas, ce qui est clair, et c'est encore une fois redémontré, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de risque de cancer cutané chez les personnes qui ont un vitiligo, et au contraire, une diminution. D'autres questions? Vous avez parlé de la prévention des nouvelles attaques de vitiligo dans le traitement. Mais du coup, est-ce que ce traitement-là qui est curatif, il est aussi préventif ou pas du tout? On ne sait pas encore. On ne sait pas. J'espère de tout cœur que le laboratoire va faire ce type d'études, qui sont des études un peu plus compliquées. On avait montré il y a quelques années qu'en fait, qu'en mettant le tacrolimus 2 fois par semaine, on diminue le risque de récidive en gros d'une fois sur deux à une fois sur 10. On ne l'a pas fait avec les dermocorticoïdes, on ne l'a pas fait bien sûr avec ce produit-là, mais je suis persuadé que ça fonctionnera. Mais il faut le montrer encore. Parce que, alors moi je ne le fais pas systématiquement parce que bon, je suis un optimiste de base, mais malgré tout, 40 à 50% de risque de redépigmentation, ça fait quand même 50 à 60% de chances que ça ne redépigmente pas. Donc en général, moi je le propose que si je vois des signes d'activité lorsque je revois la personne ou lorsque la personne a déjà dépigmenté et redépigmenté une deuxième fois. Et dans ce cas-là, je leur dis, mettez le traitement 2 fois par semaine en entretien. Et l'avantage, et ça se comprend, c'est qu'en entretien, on n'a pas besoin de faire des UV ou ce genre de choses, parce que en fait, en entretien, on ne va pas stimuler la différenciation de bébés mélanocytes, on veut juste prévenir la destruction par l'immunité. Et donc ce traitement qui est quand même encore plus efficace, je suis persuadé que ça préviendra encore mieux. Mais il faut le montrer. Il n'y a pas de nouvelles plaques actives qui apparaissent pendant le traitement? C'est pas parce que vous appliquez la crème sur le front qu'il ne va pas vous arriver une plaque sur les coudes. Ça, c'est très clair. Et c'est ça tout le souci, c'est-à-dire que pour des formes très actives, pour des formes très diffuses, c'est pas adapté les traitements localisés. C'est l'enfer à utiliser. Et puis, ou alors, si vous avez réussi à repimenter, vous n'allez pas vous tartiner de la tête aux pieds de la crème. Déjà, la sécurité sociale va exploser. Mais c'est pas possible. Donc, c'est là, à mon avis, qu'il va y avoir un intérêt potentiel d'utiliser des traitements par voie générale. D'ailleurs, certains de ces traitements par voie générale sont utilisés non seulement chez les personnes qui ont un vitiligo diffus, mais aussi un vitiligo actif. Parce qu'aujourd'hui, pour les vitiligo actifs, ce qu'on fait, c'est photothérapie et minime pulse de cortisone, ce qui est correctement supporté, mais on ne peut pas faire de la cortisone chez tout le monde, enfin bref, et puis on ne peut pas le faire en permanence. Donc il y a vraiment potentiellement un intérêt, mais on en est encore une fois qu'aux essais de phase 2. Moi je suis un petit peu déçu, mais j'espère que je me trompe avec le réticitinib. Je suis plus confiant avec les résultats du porvocitinib et probablement de l'upadacitinib, qui sont d'autres molécules, qui sont déjà pour certaines déjà commercialisées pour l'eczéma. Hein. Donc voilà. Mais ça reste à confirmer. Il ne faut pas croire qu'on pour l'instant on peut mettre ces traitements-là. Le ruxolitinib, c'est confirmé. Le reste, c'est prometteur, mais il faut qu'on confirme. Une question au fond. Oui, excusez-moi, je suis peut-être arrivé en retard, mais ma question, c'est est-ce que ce nouveau traitement, en termes de probabilité statistique, est vraiment beaucoup plus efficace que les traitements appliqués jusqu'alors corticoïdes? Alors, malheureusement, il n'y a pas d'études comparatives versus la cortisone ou versus le tacrolimus. Tout simplement aussi parce que ces traitements-là n'ont jamais
n'ont jamais eu l'AMM et n'ont jamais fait et donc on ne peut pas les comparer. Ce qui est dommage parce que ça fait peut-être 20 ans qu'on demande aux laboratoires qui font notamment le tacrolimus de faire des essais pour avoir le remboursement dans le vitiligo. Cependant, donc, et je ne sais pas si on aura ce type de réponse. Malgré tout, ce qui nous semble à tous, c'est que, et je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait, lorsqu'on regarde les dermocorticoïdes ou lorsqu'on regarde le tacrolimus ou le pimecrolimus, en monothérapie, c'est-à-dire sans soleil, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir, qui me disent mon dermato m'a prescrit du tacrosème ou du protopique, et surtout m'a dit de bien me protéger, mais il ne repimente pas, même sur le visage. Alors que là, en monothérapie, vous avez vu, il y a quand même à peu près un tiers des patients qui ont plus de 90% de repimentation à 1 an. Et ça, ce n'est pas ce qu'on voit avec le tacrolimus. Donc je suis d'accord avec vous, j'aurais bien aimé avoir ce type de comparaison, mais malgré tout, il semblerait quand même qu'on ait une meilleure efficacité. Et les résultats qu'on semble avoir en combinaison sont encore meilleurs. Sans parler du fait, mais ça c'est autre chose, qu'en termes de galénique, bon, vous allez me dire tout est meilleur que le tacrolimus en termes de galénique, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir. Merci pour l'exposé. Vous avez dit en toute fin d'exposé, vous avez parlé de ces nouveaux vitiligo. Qu'en est-il de l'autre extrémité du spectrum, les vitiligo qui ont peut-être plus de 30 ans? On m'a dit que parfois il est possible que la réserve mélanocytaire s'épuise. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce traitement pourrait s'appliquer également? Alors, que ce soit très clair, moi j'ai parlé des nouveaux vitiligo, mais en fait les nouveaux vitiligo, ils n'ont pas été évalués là. Je suis persuadé, les premières données que l'on a, c'est qu'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité. Je ne sais pas si c'est 3 mois, si c'est 6 mois, si c'est 1 an, mais si on tape vite et fort sur ça, on a encore des mélanocytes, même dans les zones difficiles, on a réussi à repimenter des zones sur les mains, sur les pieds, qui sont vraiment les extrémités qui sont très compliquées. Sans rentrer dans les détails, on a des lymphocytes T mémoire, ces fameux lymphocytes qui font que ça récidive toujours au même endroit, qui sont beaucoup moins importants quand il y a un nouveau vitiligo et qui diminuent très nettement. Et au contraire, les T régulateurs, on va dire les gentils, ils montent beaucoup. Donc je pense qu'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité. Mais ça, c'est autre chose. Par contre, tous ces essais qui sont faits, c'est uniquement des patients qui ont des vitiligo anciens, voire très anciens. Donc voilà, donc les résultats que je vous ai montrés avec le ruxolitinib, les résultats que vous allez voir avec les nouveaux traitements par voie, c'est pour, on va dire, des vieux vitiligo. Et après que vous ayez un vieux vitiligo de 2 ans ou de 20 ans, c'est pareil. Et l'autre point, c'est qu'il y a toujours des mélanocytes, des cellules souches mélanocytaires qui persistent. Et l'autre point, parce que ça on l'entend souvent, si on a le poil blanc, c'est fichu. Alors c'est plus difficile parce que vous avez dans le poil, vous avez la principale réserve de mélanocytes, mais il existe des bébés mélanocytes, enfin des cellules souches, dans les glandes sébacées, dans la peau glabre du derme. Et le problème, c'est qu'on a du mal à mobiliser ces mélanocytes-là. C'est pour ça qu'à certaines zones sont plus difficiles. Mais actuellement, on a des travaux, nous on travaille notamment là-dessus, pour essayer de faire différencier ces cellules souches, pour repimenter les zones qui à mon sens, vont être les plus difficiles. Ça va être les extrémités, les mains, les pieds. Et qui sont quand même, après le visage, souvent la deuxième demande, on va dire, des personnes. Mais en tout cas, ces résultats, oui, pour des vitiligo anciens, c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Alors, que se passe-t-il si on traite pas un vitiligo ou si on traite très très tardivement? En fait, c'est ce qui se passe chez tout le monde aujourd'hui, malheureusement. C'est malheureux, hein, mais il y a une étude européenne que j'ai présentée au dernier congrès européen. J'en parle souvent parce que ça m'a traumatisé, mais vous savez le nombre de patients qui se font dire en Europe que par des médecins qu'on ne peut rien faire pour leur vitiligo. Voilà. Et alors après, lorsqu'on a regardé ça, je m'en souviens, j'étais avec mes amis Raleigh Desedine et Julien Sénéchal, on fait quand même pas mal de topos, on s'est dit en France on va être bien meilleur que les autres. Mais on était les plus mauvais avec les Anglais. Donc en fait je pense qu'on fait toujours les mêmes topos devant les mêmes dermatos, mais c'est un vrai cauchemar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, premièrement, le diagnostic il n'est pas fait. Vous allez voir un généraliste qui va vous dire c'est des champignons.
Après, vous allez voir un dermato si vous arrivez à avoir un rendez-vous. Et lorsque le dermato vous voit, il vous dit c'est psychologique, on ne peut rien faire. Donc c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Alors là, j'espère que, le traitement va être remboursé pour les patients parce que c'est malgré tout, même si ce n'est pas un traitement miracle, c'est quand même un vrai progrès, je le pense. Le deuxième point, c'est que aussi, grâce à la puissance des laboratoires, parce qu'ils n'ont pas les mêmes budgets que nous, ils vont aller voir les dermatos et leur dire hey, on peut faire des choses. Donc j'espère que la prochaine fois qu'il y aura des personnes qui auront un vitiligo, on pourra leur dire ben voilà, on peut vous proposer des traitements, ça va mettre du temps, il y a des lésions qui vont mieux répondre que d'autres. On sait aussi, après je vais y aller, mais on sait aussi que si c'est très actif, il faut bloquer le vitiligo, parce que si ça ne sert à rien d'essayer de repimenter si d'un autre côté c'est détruit, parce que comme toujours la destruction va plus vite que la construction. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Et j'espère qu'avec l'étude que l'on fait avec mes collègues de Bordeaux, j'espère qu'on va pouvoir aussi dire, il y a peut-être un moment où il faut vraiment, si on traite très très vite, on aura encore de meilleurs résultats. Mais ça, c'est on va dire, la cerise sur le gâteau. Allez, je vous abandonne. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, professeur.